Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Il est 18h30 et tu es encore au bureau. Tu regardes ta to-do list de ce matin, elle n'a pratiquement pas bougé. Et pourtant, tu n'as pas arrêté de la journée. Email, coup de fil, réunion, question de l'équipe, urgence, micro-décision. Tu as géré 15 trucs en même temps. Tu as été partout et tu as répondu à tout le monde. Tu as été productif, non ? Oui, sauf sur ce projet stratégique que tu devais avancer. Et cette réflexion importante que tu voulais mener ? Reportée à demain, encore une fois. C'est là que tu te demandes, mais où est passé mon temps ? Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin, et aujourd'hui, on va démonter ensemble le plus gros mensonge du management moderne, le multitasking en tant que compétence. Pendant des années, le multitasking a été vendu comme LA compétence du dirigeant moderne. Je gère 10 dossiers en même temps, je peux répondre à mes mails pendant la réunion, et je suis capable de jongler entre plusieurs projets dans la même journée. On en a fait une médaille, un but à atteindre, un signe de compétence, et une preuve qu'on est capable de tout gérer. Et tu sais quoi ? Moi aussi j'y ai cru. Quand j'étais manager en multinationale, je pensais que ma capacité de tout faire en même temps était une force. J'avais 3 écrans devant moi, je participais à une réunion tout en répondant à mes mails et en validant souvent un document ou un projet. J'étais assez fière de cette capacité. Je me disais, hey, je suis ultra productive. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte de 2 choses. Alors, la première prise de conscience, c'est quand mon corps a commencé à tirer la sonnette d'alarme. J'étais presque tout le temps fatiguée, pas forcément physiquement, mais mentalement. Mon cerveau était en surchauffe permanente. Et en fait, le coup de grâce, ça a été quand, dans la même semaine, je me suis retrouvée plusieurs fois devant mon PC, devant un onglet que j'avais ouvert, en me demandant mais pourquoi j'ai ouvert cet onglet déjà ? Là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un hic. La deuxième prise de conscience, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas efficace, j'étais juste très occupée. Je faisais beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais par contre, je faisais rien de vraiment bien, de vraiment abouti. Les emails, je répondais vite, mais ça m'arrivait de devoir repréciser ensuite parce que j'avais lu un petit peu en diagonale. Les réunions, alors j'étais présente physiquement à toutes les réunions, pas de souci, mais mentalement, j'étais à moitié absente. Donc parfois, je devais redemander des infos après, ou on me disait qu'on avait abordé des sujets dans certaines réunions dont je n'avais aucun souvenir. Les projets stratégiques, les projets importants, alors ils avançaient, mais au ralenti, parce qu'en fait, je n'avais jamais 2 ou 3 heures de concentration pure pour vraiment y réfléchir. Donc au final, en vrai, le livrable, il était souvent fait la veille ou l'avant-veille, sous pression, à la dernière minute, et avec une pointe de culpabilité en me disant j'aurais pu rendre quelque chose de tellement mieux que ce que j'ai rendu. Mais le multitasking, ça faisait du bien à mon ego. Là, j'ai découvert les recherches en neurosciences. La grosse claque. En fait, notre cerveau n'est pas du tout conçu pour le multitasking. D'ailleurs, il n'en fait pas. Quand tu crois faire plusieurs choses en même temps, en réalité, ton cerveau, il fait ce qu'on appelle du task switching. Il passe juste d'une tâche à l'autre. Alors, il passe très très vite d'une tâche à l'autre, mais il passe. Et à chaque fois qu'il fait ça, ça a un coût. Ça demande un temps de réajustement, une perte de focus, une perte d'énergie. Les études montrent que ça peut réduire la productivité de 40%. Pire encore, plus on fait de task switching, plus le cerveau se fatigue, plus on consomme de l'énergie pour rien. Résultat, en fin de journée, tu es fatigué, mais tu n'as pas vraiment avancé sur les choses importantes. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même plus compte. Pourquoi ? Parce qu'on est occupé, on a l'impression d'être productif, et comme en plus c'est la culture dans laquelle on évolue, soyons clairs, c'est la norme dans l'open space, tout le monde fait ça. Donc, on n'a pas le recul nécessaire pour remettre en perspective ça. Mais alors, quelle est la solution pour reprendre le contrôle de son temps ? Le maître mot, c'est d'arrêter de subir le temps. Et pour ça, il faut déjà prendre conscience de la situation. Parce que si tu ne sais pas où passe ton temps, tu ne peux pas le reprendre. C'est comme un budget. Si tu ne traces pas des dépenses, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu as découvert en fin de mois et envisager de faire des économies. Pour le temps, c'est exactement la même chose. Tu penses passer 1 heure par jour sur tes mails,
Et en fait, tu y passes 3 heures. Tu crois consacrer du temps à la stratégie, et en réalité, tu passes 80% du temps à éteindre des feux. Et tant que tu ne vois pas ça concrètement devant toi, eh ben, tu ne peux pas le changer. Alors voilà ce que je te propose. Pendant une semaine, tu vas utiliser un tracker de temps. Ça peut être un outil en ligne dédié, gratuit, de type Clockify. Ça peut être un fichier Excel ou même du bâtonnage tout simplement sur une feuille de papier posée sur ton bureau. Ça, c'est vraiment selon tes préférences. Et là, tu vas noter tout ce que tu as fait dans la journée. Pas besoin d'être au millimètre près, mais il va falloir noter les grandes catégories. Les emails, les réunions, les temps de travail stratégiques, les urgences et les interruptions, le management de ton équipe, le temps administratif. Voilà, bien sûr, il faut que tu adaptes ces catégories en fonction de ton quotidien professionnel et de ce qui est pertinent dans ton cas. Au bout d'une semaine, tu auras une photo claire de l'endroit où part réellement ton temps. Et à ce stade, tu vas pouvoir te poser la question qui fâche. Parmi tout ce temps, qu'est-ce qui a réellement contribué à créer de la valeur? Et quelles sont les tâches qui n'ont pas fait avancer vers tes objectifs? Là, ça peut piquer un peu parce que tu vas peut-être te rendre compte que certaines tâches ne devraient même pas être sur ta liste. Elles peuvent être déléguées, elles peuvent être automatisées ou tout simplement, elles peuvent être supprimées. L'avantage, c'est qu'une fois que tu as cette conscience, tu vas pouvoir passer à l'action. Personnellement, une des méthodes les plus efficaces que je connaisse, c'est l'organisation en blocs de temps. Le principe est simple. Au lieu de laisser ton agenda vide et se remplir au fur et à mesure et au gré des demandes des autres, c'est toi qui vas décider à l'avance comment tu veux utiliser ton temps. Et pour ça, tu vas bloquer les sessions directement dans ton calendrier, comme des rendez-vous, mais avec toi-même. Alors là, j'entends déjà les profils disques jaune et vert me dire que oh là là, c'est beaucoup trop contraignant ton histoire. Moi, j'ai besoin de liberté et de flexibilité. Mais le secret, c'est pas de mettre des blocs restrictifs, juste des grandes catégories. Par exemple, le mardi de 9h à 11h, c'est du deep work. C'est un travail de fond sur des projets importants où on ne tolère aucune interruption. Donc on coupe le téléphone, on s'isole, etc. Mais on ne va pas donner le sujet de ce deep work. C'est juste le moment dans l'agenda qui est bloqué pour faire du travail de fond. Par exemple, de 11 à 12 tous les jours, ça peut être le moment communication, où tu vas répondre à tes mails, rappeler les gens qui t'ont laissé des messages, etc. Tu peux aussi essayer de regrouper tes réunions en blocs de temps. Alors, on n'a pas toujours la main sur les timings de réunion, mais autant que faire se peut, si tu arrives à caser toutes tes réunions le matin ou toute l'après-midi, eh ben, ça évite qu'elles soient éparpillées dans ta journée et que ce soit elles qui rythment ton temps de travail. Ensuite, il va toujours falloir garder un moment dans ta semaine pour avoir du temps libre pour les imprévus, parce qu'il y en aura toujours à traiter. Et si ton calendrier est déjà rempli à ras-bord, et c'est du temps que tu vas passer entre 18h et 20h à faire ça. Donc autant bloquer 2 heures dans ta semaine pour gérer des imprévus. Le temps de management d'équipe aussi, tu peux le prévoir. Donc voilà, bien sûr, c'est des blocs, mais on peut garder une grande flexibilité à l'intérieur. Le secret, par contre, c'est de respecter ces blocs comme tu respecterais un rendez-vous avec un client. Parce que ton temps de réflexion stratégique, c'est aussi important qu'un rendez-vous avec un client. C'est peut-être même plus important. Donc là, c'est un engagement avec toi-même. Dans tous ces blocs de temps, il y en a un surtout qui va te changer la vie, c'est le deep work. Donc là, c'est du temps de concentration profonde, sans interruption, et sur une seule tâche importante. Pas de multitasking, pas d'email, pas de notification, pas de j'ai juste une petite question vite fait. Non, non, non. Juste toi, ton cerveau et un sujet qui mérite ton attention. C'est dans ces moments-là que tu vas avancer sur ce qui compte vraiment pour toi. Le projet stratégique qui stagne depuis 3 mois, tu vas le débloquer en 2 sessions. La réflexion importante que tu reportes toujours, tu vas enfin la mener. Parce que ton cerveau, quand il a le temps de se concentrer vraiment, il est incroyablement puissant. Quand j'ai commencé à appliquer ça pour moi-même, ça a été une révélation. Moi, je me souviens de ma première semaine de time tracking. Je vous mets le contexte, moi j'étais persuadée de bien gérer mon temps. Donc j'ai quand même fait l'exercice parce que je voulais le proposer à des personnes de mon équipe. Et donc je voulais l'avoir fait avant de leur proposer. Résultat, je me suis rendu compte que je passais 4 heures par jour entre mes emails et les différentes interruptions de tâches. Dans la semaine, je passais plus de 6 heures à répondre à des demandes qui étaient hors de mon périmètre.
Ces fameuses demandes vite fait qui vont prendre juste 5 minutes s'il te plaît pour m'aider. Voilà. Et au final, en fait, je consacrais seulement 3 heures de la semaine sur du vrai travail stratégique, ce qui en fait aurait dû être ma priorité. Alors je t'avoue, ça a été un petit choc parce que je courais toute la journée et surtout j'avais l'impression d'être quelqu'un d'ultra productif. Mais en fait, l'effet était là, je tournais surtout beaucoup en rond. Donc j'ai décidé de changer radicalement. J'ai mis en place mes blocs de deep work. Alors dans mon cas, ça a été de 15 à 17, 3 fois par semaine. Par contre, c'était non négociable. Les premières semaines, on va pas se mentir, ça a été difficile, comme tout changement. Mon cerveau était tellement habitué aux interruptions que finalement il cherchait à se distraire. J'avais envie de checker mes mails, de regarder mon téléphone, de me lever pour prendre un café ou autre. Mais j'ai tenu bon et en fait j'ai trouvé des petites routines pour ritualiser ce temps et que ça devienne normal pour moi. Alors, mon rituel à moi, c'était un Coca Zéro et un casque avec de la musique. D'ailleurs, ça c'est une très bonne astuce, le casque, même si vous ne mettez pas de musique, parce que dans l'open space, tes collègues pensent que tu es en call et du coup, ils viennent beaucoup moins t'interrompre. Donc finalement, j'ai arrêté d'être occupée et j'ai commencé à être plus efficace. Et le plus fou, c'est qu'au final, je travaillais moins d'heures dans la semaine, mais mes résultats étaient quand même meilleurs que ce que je faisais avant. Alors, tu t'en doutes, ta mission pour cette semaine, ça va être de reprendre le pouvoir sur ton temps. Je te fais une synthèse de ce que je t'ai partagé juste avant. L'étape 1, tu vas quantifier ton temps. N'oublie pas, tu prépares tes grandes catégories, tu prépares ton support, et après tu notes quart d'heure par quart d'heure tout ce que tu as fait. L'étape 2, en fin de semaine, c'est le moment d'analyser. Tu vas te poser ces 3 questions. Où est-ce que je passe le plus de temps? Est-ce que ça correspond à mes priorités? Et qu'est-ce qui pourrait être délégué, automatisé ou supprimé? Et l'étape 3, ça va être de tester un premier bloc de deep work. Donc la semaine prochaine, tu bloques 2 heures dans ton agenda. 2 heures où vraiment tu mets ton téléphone en silencieux, tu fermes ta boîte mail, tu mets un panneau ne pas déranger s'il faut, tu mets ton casque sur les oreilles et tu travailles sur une seule chose pendant ces 2 heures. Joue le jeu, teste au moins une fois. Moi, je suis persuadée que tu vas sentir la différence. Et si ça marche, tu pourras toujours en faire une routine. 2 fois par semaine, 3 fois, tous les jours. Voilà, tu verras. Petit à petit, tu vas reprendre le contrôle de ton temps et de ta performance. Le multitasking, ce n'est pas une force, c'est un piège. Un piège qui te donne l'illusion d'être productif, alors qu'en fait, tu es juste occupé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux en sortir. En quantifiant ton temps, tu reprends de la conscience. En organisant en bloc, tu reprends le contrôle. Et en pratiquant le deep work, tu vas reprendre de la puissance. Et c'est là que tu te rends compte que tu peux accomplir en 2 heures de concentration plus que ce que tu n'arrivais pas à faire en 4 jours de dispersion. Dans le prochain épisode, on parlera des prérequis pour la délégation. Parce que reprendre le contrôle de son temps, c'est bien, mais c'est aussi accepter de lâcher prise sur certaines tâches. Je te partagerai pourquoi la délégation échoue dans 80% des cas, et aussi un outil de management pour autonomiser tes collaborateurs. À bientôt dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.